Du coup, là, je te présente le livre Martine Petit-Rat de l'Opéra. Et c'est un livre qu'on m'a offert. Et on y voit Martine prendre des cours de danse. Et c'est ce qui m'a donné envie, en fait, de danser, de commencer la danse. Ok. Ouais. Et en fait, on me le lisait. Et moi, c'était surtout les images qui me parlaient. En fait, toutes ces jeunes filles à la barre, en train de faire leurs exercices de danse. Il y avait sûrement un truc, tu vois, dans les chaussons, des petits chaussons roses, le juste corps, de la même couleur que le bandeau. Et on danse dans des trop beaux théâtres, quoi. Lola, c'est un peu mon alter ego. On est toutes les deux brunes, on a toutes les deux 30 ans, et puis surtout, on a le même prénom. Moi, celle qui admirait Martine quand elle était petite, je suis danseuse et chorégraphe. Lola, l'autre Lola, est journaliste. Moi, la danse, c'est pas mon métier. Quand j'étais petite, je me suis essayée à la danse classique sans grand succès. La danse pour moi, c'est Billy Elliot, le ballet Le Lac des Cygnes. C'est plutôt de l'ordre du rêve ou du fantasme en fait. Mais la danse, paradoxalement, c'est aussi un monde de violence. La chorégraphe star Anne-Theresa de Kersmaker, accusée de violence psychologique. Un chorégraphe et prof de danse. Le chorégraphe harcèlement au ballet du Capitole de Toulouse. Mis en examen pour viol sur mineur. Pendant des mois, on traque les violences dans le monde de la danse. On rencontre des danseuses, on parle aussi avec des sociologues, des psychologues, des militantes, des historiennes de la danse. On veut comprendre ce qu'il se passe dans le monde de la danse académique, celle des conservatoires et des opéras. Même moi, qui travaille dans ce milieu depuis des dizaines d'années, il y a des choses que je n'ai pas vues, des moments de ma vie que je redécouvre. Je veux comprendre ce qui fait que la parole dans le milieu de la danse est encore si rare, si peu écoutée. Accord perdu, épisode 1. On commence notre travail d'enquête. Je lance un appel sur Instagram. Très vite, les témoignages s'accumulent. Et coucou Lola, du coup on peut rencontrer Marie demain à 10h. Parmi les personnes qui m'écrivent, il y a Marie, 24 ans, danseuse professionnelle. Je commence la danse vers 5 ans parce que mes parents me voient danser tout le temps et qu'ils veulent un petit peu me canaliser mon énergie. Ils m'inscrivent en jazz dans une petite école privée. Ça se passe plutôt bien. Je fais mes marques assez rapidement et donc du coup, ils décident de poursuivre en me donnant plus de cours et en essayant plus de styles. Donc du coup, je commence le classique et le contemporain après. Et du coup, ça devient plus sérieux pour moi. Ce qui me plaît déjà, c'est de me dépenser. Et surtout, ce qui me plaît beaucoup, c'est de me rendre compte que je réussis quelque chose très très bien. Je sens que j'arrive à analyser le mouvement très rapidement et qu'il est tout de suite dans mon corps. C'est vraiment un truc un peu inné, entre guillemets, quoi. Les années passent et la passion de Marie pour la danse se confirme. Mes parents m'emmènent voir des spectacles et quand je vois les danseuses sur scène et que je les vois faire des grands jetés, ça devient un peu mon rêve. Je trouve ça hyper impressionnant, je trouve ça très beau et il y a cet aspect où on a l'impression qu'elles volent, elles restent un peu en l'air. Et ça, c'est assez génial, quoi. Quand t'es une petite fille et que tu vois ça, waouh, je peux voler. C'est un peu génial. Marie passe par différents cours, tente l'école de l'Opéra de Paris qui forme des enfants soigneusement choisis. Les fameux petits rats de l'opéra. Mais Marie n'est pas prise au concours. Finalement, après un collège sport-études, elle entre à l'âge de 15 ans en cycle pré-professionnel au conservatoire de sa région. Et ce cycle, il est assuré par un unique professeur. Alors, ce prof, je le rencontre en tant que le grand prof du conservatoire, celui qui emmène les danseurs où ils veulent aller. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je sais aussi qu'il a une personnalité un peu étrange. Il est assez imbu de sa personne, mais au-delà de ça, j'ai beaucoup de respect pour lui et j'espère qu'il va m'emmener loin, quoi. La première année se déroule plutôt bien pour Marie. La danse prend beaucoup de place dans sa vie puisqu'elle passe près de 20 heures en studio. 20 heures avec ce professeur, toutes les semaines. L'année suivante, Marie a 16 ans. Elle fait sa rentrée pleine de motivation. Mais très vite, les cours de pas de deux lui posent problème. En fait,
En danse classique, le pas de deux, c'est généralement un duo entre un homme et une femme, et ils font souvent des portées, il y a du contact et du toucher. Le cours de pas de deux de Marie a lieu tous les mercredis. Il me prend toujours en exemple pour me porter et pour montrer aux autres. Et là, je sens directement qu'il y a des choses qui se passent avec mon corps qui sont pas normales. J'ai l'impression qu'il profite du moment pour se frotter à moi ou pour me toucher les fesses, pour se rapprocher de mes seins. Et ça me met mal à l'aise. Mais c'est le début de l'année. Ça arrive très vite. Dès le premier cours, ça se passe comme ça. Sauf que le problème, c'est que ça dure toute l'année. Donc, tous les mercredis, je me retrouve à être, entre guillemets, son assistante. Et tous les mercredis, il fait semblant de trébucher. Et on arrive même jusqu'au moment où, quand il explique les consignes aux autres élèves, il me tient la main, comme si on était amoureux. D'un côté de ma tête, ça passe plus. Je me dis qu'il y a un problème. De l'autre côté, je me dis, il a pas fait exprès. Et donc, du coup, je fais cette année-là en subissant ça. Ça me plaît pas. Et en plus, c'est fait devant tout le monde. Tout le monde le voit. Tout le monde est gêné. Et moi, je commence à plus aimer la danse. Je commence à détester ce professeur-là. Et je pleure tous les soirs. J'ai pas envie d'y aller. Je suis en rage. Je suis complètement en rage. J'ai envie de tout casser. Et j'ai envie d'arrêter la danse, je le dis à mes parents, parce que je supporte plus ça. Sauf que je ne sais pas à cette époque-là pourquoi je ne supporte plus être en cours avec lui. C'est-à-dire que moi, dans mon état d'esprit, je sais que dans le cours des pas de deux, il y a quelque chose qui me dérange énormément, qui me fait du mal, mais je sais pas l'expliquer et tout ce que je peux dire quand on me demande ce qui se passe, c'est que je le déteste. Sur Instagram, Cathy me contacte. Elle a aussi vécu des agressions sexuelles de la part de son prof de danse. Cathy a 25 ans, elle est danseuse professionnelle depuis 2 ans et a commencé la danse à l'âge de 10 ans. Je suis les cours avec ma meilleure amie, on est ensemble à la barre et tout, et elle m'aide à la fin des cours, donc vraiment c'est comme un rêve. Je sais que j'ai beaucoup de lacunes et beaucoup de retard à rattraper parce que je commence à 10 ans et que c'est un peu tard. Mais je suis motivée et volontaire et ouais, ça se passe vraiment très très bien au début. Comme Marie, Cathy sait très vite qu'elle veut faire de la danse son métier. Elle passe par plusieurs cours et formations pendant son adolescence et finalement, à l'âge de 21 ans, elle atterrit dans une école privée. Là aussi, le cours est assuré par un homme qui est en plus le directeur de l'école. Et il me propose à plusieurs reprises en fait de venir chez lui pour qu'il m'explique. Je dis non. À chaque fois. Il me propose ça par message et en vrai. Et même, il me propose de venir regarder des films sur la danse chez lui. Et je refuse toujours. Et en fait, parce que j'ai osé lui résister. J'ai osé lui dire non, de pas venir chez lui. Il m'a agressé en plein cours, en fait. On est à la barre, au moment des levées de jambes. Et en fait, il faut savoir que déjà dans la salle où on est, il n'y a pas de miroir. C'est hyper important de le notifier en fait, parce que ça veut dire qu'il pouvait arriver de partout sans qu'on le voie. Et donc on est à la barre et on fait cet exercice d'adage et il arrive par derrière et pour me corriger le placement de ma jambe. Et en fait, je sens ses doigts volontairement posés sur mon sexe. Et c'est pas juste effleuré maladroitement en fait. C'était très rapide. Et mais moi j'ai pas compris. Et il est parti, il est retourné à la sono. Derrière moi, c'était la directrice pédagogique de la formation qui prenait cours avec nous. Je me suis retournée. En fait, le moment où je me suis retournée, j'ai vu en fait qu'il venait de se faire un sourire. Et quand elle m'a vu se retourner, elle a baissé la tête. Et c'est là où j'ai compris, ok, j'ai pas rêvé en fait. Et elle savait ce qui venait de se passer. Sur le moment, j'ai aucune notion de
de ce qui se faisait, de ce qui se faisait pas, de ce qui était bien, de ce qui était mal, de ce qui était grave, de ce qui était pas grave. Vraiment, je sais même pas ce que ça veut dire en fait. J'en sais rien, vraiment. En enquêtant sur les violences sexistes et sexuelles dans la danse, on tombe sur Ilse Gekier. Elle fait partie du collectif flamand Engagement Arts, qui lutte contre le harcèlement sexuel, le sexisme et les abus de pouvoir dans les secteurs artistiques. Ilse Gekier est une critique, chercheuse et danseuse flamande. Je dis souvent que l'un des symptômes d'une société patriarcale et sexiste est le harcèlement sexuel. Et le harcèlement sexuel, c'est une manière de se comporter. Ça peut être verbal, physique. En tout cas, ça envahit votre intégrité personnelle au travers de commentaires ou de gestes. Pour l'abus de pouvoir, c'est un peu plus complexe parce qu'on en vient à des questions de hiérarchie et de pouvoir. Dans un contexte de différence de pouvoir, ce pouvoir peut devenir abusif. Et l'abus de pouvoir, il est souvent lié à un comportement répété par une personne dans une position de force. Après, peut-être que c'est 1 fois sur 4 et que le reste du temps, on parle aussi de harcèlement, de manipulation, de coercition. Je trouve aussi qu'il y a un autre terme qui est très important, c'est celui de violence sexuelle. Et la violence sexuelle, c'est aussi une invasion de votre espace personnel, mais ça va plus loin que ça. Mais quand on parle d'agression sexuelle, quand on parle de viol, ces crimes-là ont toujours existé et continuent d'exister dans le milieu de la danse. Have and are also still taking place in the context of dance. Au moment des agressions, Marie et Cathy, que vous avez entendues un peu plus tôt, sont toutes les deux très jeunes. Ça peut sans doute expliquer la difficulté à nommer, à comprendre la nature de ce qui leur est imposé. Mais avec Lola, on pressent qu'il y a autre chose. Et puis, peu de temps après, on tombe sur Black Swan à la télé. Le film, réalisé par Darren Aronofsky, raconte le parcours de Nina, une jeune danseuse du New York City Ballet. Une danseuse prête à tout pour obtenir le rôle principal dans Le Lac des Cygnes. J'avais vu le film au cinéma au moment de sa sortie en 2010, mais j'en avais gardé un souvenir un peu flou. En fait, dans Black Swan, Nina, elle doit convaincre le directeur du ballet de la choisir elle, parmi toutes les autres danseuses. Leur relation oscille entre violence et séduction en permanence. On a visionné un extrait avec Ilse. Je t'en prie. Je voulais qu'on parle un peu du rôle, qu'on accorde nos violons. Ouais. Je voudrais pas qu'il y ait la moindre barrière entre nous. Moi non plus. Bien. Alors... Tu as un mec? Oh my God. Mon Dieu. J'arrive pas à y croire. Tu en as eu beaucoup? Quelques-uns, mais rien de sérieux. T'es pas vierge quand même. Non. Ah, alors ça va? On peut en parler? C'est si inconfortable. On a envie de le gifler. Tu aimes bien ça, faire l'amour? Oh. Pardon. Oh, ça va. Le cul. Tu aimes ça? Non, parce qu'il faut qu'on puisse en parler. J'ai des devoirs à te donner à faire à la maison. Tu te couches et tu te touches. J'arrive pas à croire que j'utilisais ce film dans mes cours, mais un passage précis, et là je me dis, mais il y en a encore d'autres. Il y a longtemps, j'avais vu ce film, mais aujourd'hui, quand je le regarde, je ne vois que des citations parfaitement éloquentes. Enfin, quand je vois la première chose qu'il dit là, il n'y a pas de frontière entre nous, et après il enchaîne immédiatement avec des questions relatives à la sexualité, ce qui la plonge dans un malaise visible, mais lui, il est visiblement excité. Pas sexuellement, mais plutôt parce qu'il jouit d'un pouvoir sur elle. Et après, de lui donner des instructions comme « touche-toi », c'est tellement infantilisant et envahissant, c'est si inapproprié, c'est tellement, mais alors tellement... Mais je crois que ça me met en colère en fait maintenant. Avant, je voyais ça comme de la fiction, je voyais Hollywood, de l'exagération et un film sympa à regarder. Je voyais du divertissement, mais
Il y en a même qui doivent trouver ça excitant. Maybe some people see it as exciting. Parce que les critiques ont axé leur lecture du film sur la dimension fantastique qui y règne, mais aussi probablement parce qu'on a intériorisé le fait que les rapports entre les danseuses et leurs chorégraphes sont forcément malsains, que la danse nécessite un sacrifice, comme Hills, on n'avait absolument pas vu la violence des relations qui est dépeinte dans Black Swan. C'est vrai qu'en y repensant, tu vois, enfants et jeunes danseuses, il y a vraiment cette idée qu'on est prêt à tout pour la danse, y compris être face à de la violence. Et tu vois, là, je repense à cette histoire en formation. Il y a un de mes profs qui m'a jeté une chaise en plein cours. Évidemment, je l'ai évité, mais en fait, pour moi, c'était normal et il n'y avait pas d'histoire. Et c'est en y repensant, là, avec ce podcast, que j'ai réalisé la violence de ce geste. Cette banalisation de la violence, cette absence de limite, c'est sans doute ça qui participe à la culture du silence qui règne dans ce milieu. Même si des fois, la coupe est trop pleine et que la parole s'ouvre. C'est le cas lorsqu'en 2016, Hills recueille de nombreux témoignages de danseuses et écrit un article intitulé « We Too, quand les danseuses parlent de sexisme ». Dans cet article, elle fait l'état des lieux d'un secteur vicié par les violences sexuelles et le sexisme. Tout à coup, j'ai reçu des emails de danseurs qui disaient « Je sais de qui tu parles ». Et j'étais un peu surprise parce que dans l'article, je ne parle pas d'une personne en particulier, qu'il soit danseur ou chorégraphe. Moi, ce que je voulais faire, c'était raconter une sorte d'histoire collective. Et en fait, ces danseurs pensaient que l'article était sur Yann Fabre. Yann Fabre, c'est un chorégraphe belge hyper célèbre. Et lui, son truc, c'est les spectacles hyper provocants. Je leur ai dit, non, ce n'est pas sur lui. Mais si vous voulez partager votre expérience, je vous écoute. Et j'écrirai votre témoignage si c'est ce que vous voulez. Donc réfléchissez à ce que vous voulez en faire. C'est comme ça qu'Hills se retrouve au milieu de l'affaire Yann Fabre. Elle rencontre donc ses danseurs et danseuses. Tous ensemble, ils décident d'écrire au chorégraphe une lettre ouverte, qu'il publie en 2018. Elle est signée par 20 danseurs, anciens ou membres actuels de la compagnie de Yann Fabre. La plupart anonymement. Ça a fait l'effet d'une bombe. La lettre a eu un énorme écho dans les médias et aussi dans des médias internationaux avec le statut mondial de Yann Fabre. Et on était un peu surpris par tout ça et en fait, à peine un jour plus tard, la police a lancé une enquête basée sur la lettre ouverte. La police a eu besoin de 3 ans pour finaliser cette enquête. Et après, le procureur public a décidé de poursuivre et s'est allé en procès avec 12 danseurs. Tout le monde n'a pas pu le faire, mais 12 ont réussi à trouver le courage de venir. Le procès a duré 2 jours, le premier pendant lesquels les danseurs ont partagé leur histoire, et le deuxième jour, ce sont les avocats de Yann Fabre qui ont plaidé. Yann Fabre n'était pas présent pendant que nous étions tous là. 3 ans de prison ont été requis contre l'artiste Yann Fabre, jugé pour harcèlement sexuel. D'anciennes danseuses de la compagnie ont brossé un portrait accablant aujourd'hui du célèbre artiste chorégraphe. L'intéressé continue de minimiser les faits. Les charges ont été portées par 12 danseurs et c'était à propos de violence, d'humiliation au travail, d'exposition indécente et humiliante et aussi d'agression sexuelle. Et après, environ 1 mois après, on a reçu le verdict du juge qui a décidé d'une sentence de prison de 18 mois, mais avec du sursis. Donc il n'est pas allé en prison. Entre danseuses et danseurs, on a beaucoup parlé de Yann Fabre, de ses méthodes de travail et de son procès. J'ai entendu. Je le savais. Je ne suis pas étonnée. J'ai passé une audition avec lui, c'était horrible. Il m'a demandé des photos un peu spéciales. Certains trouvent que le jugement est beaucoup trop léger au regard du nombre de victimes présumées des motifs. Pour d'autres, comme Hills, il donne de l'espoir. Je pense que le plus important, c'est qu'il a été reconnu coupable. C'est connu de tous.
Il a été reconnu coupable et maintenant, c'est une part de l'histoire de la danse. It's part of dance history. Dans l'affaire Yann Fabre, il y a eu un procès. C'est loin d'être toujours le cas. Cathy, notre témoin, a elle aussi tenté de faire entendre sa voix. Après l'agression qu'elle vit en janvier, en plein cours, Cathy ne se confie à personne. Les semaines passent, et puis, un jour de mars, c'est l'agression de trop. En plein cours, il nous sort « Ne vous soumettez pas à l'exercice comme vous vous soumettrez au viol. De toute manière, vous avez tous des corps violés. » Et en fait, là, j'ai l'impression que nos cerveaux se réveillent enfin et prennent vraiment en mode conscience de « Ok, il y a un problème. » Les élèves du cours de Cathy se mettent à partager leurs expériences. Très vite, ils se rendent compte qu'ils sont plusieurs à vivre du harcèlement, notamment par message, en dehors des cours. Et en fait, début avril, on décide de lui écrire une lettre assez explicite disant qu'on ne veut plus travailler avec lui, en fait. On est une vingtaine à lui lire cette lettre. Il y en a déjà 10 qui ont quitté officiellement la formation. Et devant l'équipe pédagogique, pour qu'ils prennent connaissance aussi de nos revendications. Et 2 jours plus tard, on reçoit un mail disant qu'il se retirait de la formation, mais sans explication. Genre juste, monsieur untel se retire de la formation, donc il va y avoir d'autres intervenantes qui vont prendre le relais. Et donc il y a d'autres personnes qui arrivent pour prendre le relais, mais sauf qu'en fait ces personnes-là sont très clairement mandatées par lui en fait. Et ce sont soit des anciennes relations qu'il a eues, donc qui sont encore sous son emprise, ou alors sont des personnes très très proches de lui, quoi. Donc en fait, c'était clairement la même chose qu'on vit. À un moment donné, on a quand même une meuf qu'on ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève, qu'on n'avait jamais vue, et qui nous fait... de toute façon, moi j'aime pas les balances. Au même moment, Cathy croise une ancienne professeure de danse classique, une femme à laquelle elle a accordé toute sa confiance. Elle était au courant vaguement de ce qui se passait, mais pas vraiment, donc elle me dit... moi j'avais toujours confiance en elle, tu vois, et elle me dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi monsieur X ne donne plus cours, donc je lui explique, moi très naïvement, et pensant qu'elle allait nous protéger, être avec nous. Et elle me dit, Cathy, c'est normal dans le milieu de la danse. Moi, quand je voulais danser plus jeune, fallait que je passe sous le bureau du producteur. Cathy se décide à porter plainte contre son professeur. Elle n'est pas la seule. Au total, 4 mains courantes sont déposées. Il y a 5 plaintes et plusieurs signalements. Les motifs des plaintes sont viol, viol sur mineur, agression sexuelle, harcèlement moral et sexuel et violence psychologique. On n'a aucune nouvelle pendant tout le mois de mai. Et mi-juin, on apprend qu'il a pour volonté en fait de quitter le pays et de partir dans son pays d'origine parce qu'il a la double nationalité afin de réaliser un projet de danse pour aider les femmes à se reconstruire. Voilà. Cathy et ses camarades saisissent la procureure. Le dossier est classé sans suite. Après une année passée à l'étranger, le professeur revient dans son école, comme si rien ne s'était passé. Aujourd'hui, en fait, même si ça fait 2 ans, cette histoire, elle est toujours extrêmement présente dans ma vie. Parce qu'en fait, déjà, je sais qu'il continue de donner des cours, qu'il est toujours en contact avec des personnes mineures. Et personnellement, en fait, j'ai des grosses angoisses. Et dans ma vie perso, ça se répercute dans mes relations aussi amoureuses. Il y a des moments où je suis juste incapable qu'on me touche, en fait. Quant à Marie, quand elle m'écrit, je sens qu'elle est toujours marquée par l'agression de son professeur, même 6 ans plus tard. L'histoire qui s'est passée avec ce prof au conservatoire, dans ma danse, ça donne encore aujourd'hui des difficultés. Pour moi, c'est très difficile de danser avec quelqu'un. Je me suis déjà retrouvée dans un cours
où il y a un mec qui, en impro, qui, par surprise, derrière moi, il m'a touché la taille. J'ai pas pu continuer de danser. Ça m'a remis en rage comme la rage que j'avais à l'époque. Et pour moi, c'est hyper difficile de danser avec quelqu'un. Donc, pour être danseuse, on est forcément amené à danser avec les autres. C'est d'ailleurs un métier de partage, quoi. Donc, on doit danser avec les autres. C'est trop dommage de danser tout seul. Et pour moi, c'est un truc qui est assez difficile encore. J'ai beaucoup de mal avec ça. Marie n'a pas porté plainte. Ça lui a pris quelques années avant de comprendre et de poser des mots sur ce qu'il s'était passé pour elle dans ce cours de pas de deux. Elle est très certainement loin d'être la seule à vivre cette difficulté de nommer la violence. En France, il n'existe pas de chiffres sur les violences sexuelles et sexistes commises dans le milieu de la danse. Il est donc difficile d'estimer la récurrence de ces faits. Puis le MeToo n'a pas vraiment pris. Il existe encore aujourd'hui un vrai vide sur ces questions. En 2006, bien avant MeToo, Ionela Roaric, sociologue à l'EHESS, mène une enquête sur les conditions de travail des danseuses et danseurs. À ce moment-là, ni elle, ni sa co-autrice n'interrogent leurs témoins sur de potentielles violences qu'ils ou elles pourraient subir. Près de 20 ans plus tard, Ionela Roaric pose un nouveau regard sur son travail. Je le vis comme un manque, auquel on n'a tout simplement pas pensé. On s'est posé absolument pas la question des dérives que ces situations quand même extrêmes auraient pu engendrer. Et cette question, pour moi, en ce moment, est d'autant plus douloureuse que je me rends compte qu'il est impossible que la danse soit exemptée de ce genre de soucis, si on veut. À l'époque où nous avons mené cette enquête, les témoignages étaient troublants et perturbants, puisque on devinait derrière des êtres qui sortaient de ces projets comme s'ils étaient à la sortie d'une lessiveuse. Ils étaient complètement essorés, vidés, anéantis presque. J'aimerais qu'on sache ce qui se passe sur la danse aussi. Et ça, c'est tout à fait en dehors de ce que je pourrais dire. Je n'ai aucune donnée chiffrée et aucun témoignage recueilli en tant que scientifique pour cette partie-là, alors que je reconnais qu'en tant qu'humain, je tremble à l'idée de ce que ça aurait pu être. Et comment est-ce que peut-être vous expliquez justement ce manque que vous ressentez aujourd'hui a posteriori ? Je pense que j'ai pas voulu voir derrière. Je me suis dit, c'est un métier hautement engageant. Bien plus que celui des musiciens, bien plus que celui des comédiens, quand bien même les comédiens doivent filmer des scènes très difficiles. Mais je n'ai voulu voir que ce qu'on me disait. Je fais ce métier par passion. Et sans doute, j'ai pas voulu interroger le prix. Vous venez d'écouter le premier épisode d'Accords perdus, un podcast écrit par Lola Berthet et documenté par Lola Rudroff. Avec les témoignages des danseuses Marie et Cathy et les propos d'Ils Guéquière et Ionela Roaric. Ce podcast est produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. Production éditoriale, Nina Pareja. Réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Arnaud Denzler.